Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette édition. Un dialogue à 4 a eu lieu actuellement dans la capitale pakistanaise entre le gouvernement de Kaboul et les talibans. Une nouvelle révélation à propos de l'homme abattu la semaine dernière dans un commissariat français. Pas moins de 30 pays sont désormais engagés dans la lutte contre le groupe État islamique, comme nous le verrons avec le Danemark. Le Bureau national chinois des statistiques annonce que les prix à la consommation ont beaucoup augmenté en 2015. Et un nouveau système de visa de 2 ans a été établi pour les Chinois se rendant au Royaume-Uni. Et on commence cette édition dans la capitale pakistanaise. Les discussions à 4 visant à ressusciter le dialogue entre le gouvernement de Kaboul et les talibans afghans doivent débuter ce lundi. Des représentants de l'Afghanistan, du Pakistan, de la Chine et des États-Unis participeront à la réunion. Les discussions de la feuille de route visent à jeter les bases d'un dialogue direct entre Kaboul et le groupe islamiste. Les insurgés ne montrent aucun signe de faiblesse, 14 ans après qu'ils ont été évincés du pouvoir par une coalition menée par les États-Unis. Mais les talibans eux-mêmes ne seront pas présents à la réunion de ce lundi qui essaiera de mettre en place un mécanisme pour les pourparlers de paix. Le gouvernement pakistanais va présenter une liste de membres des talibans qui souhaitent discuter et de ceux qui ne sont pas intéressés. Les experts se sont exprimés sur la façon d'amener les parties concernées autour de la table pour accoucher d'un accord de paix. L'Afghanistan a besoin de se constituer de l'intérieur en tant que nation. Personne d'autre ne peut aider l'Afghanistan. Tout ce qui vient de l'extérieur peut contribuer si nous avons quelque chose à l'intérieur. Si nous n'avons rien à l'intérieur de l'Afghanistan, rien ne venant de l'extérieur ne sera en mesure d'aider. Le gouvernement du Pakistan peut mettre beaucoup de pression sur ces réseaux pour qu'ils acceptent les pourparlers de paix. Le gouvernement afghan avec les autres pays, y compris la communauté internationale, s'efforce de renforcer le processus de paix en Afghanistan. Ils doivent apprendre des erreurs passées et aider le gouvernement afghan avec pour but de développer des politiques claires. Les pourparlers de paix assurant la sécurité dans un pays qui sort de la guerre sont le procédé le plus court. Le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif a exprimé son soutien envers l'alliance contre le terrorisme menée par l'Arabie Saoudite lors d'une rencontre avec le ministre saoudien de la Défense en visite dans le pays, le prince Mohammed Ben Salman Al Saoud. Il a assuré aux diplomates saoudiens que le Pakistan répondrait si l'intégrité territoriale du pays était mise en danger. Le prince saoudien, qui se trouvait dimanche à Islamabad pour une visite officielle d'une journée, a également rencontré le chef de l'armée pakistanaise, le général Rahil Sharif, qui a notamment déclaré que la sécurité des États du Golfe revêtait une immense importance pour le Pakistan. Cette visite intervient 4 jours après que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir, s'est rendu lui aussi à Islamabad. Le Pakistan a exprimé ses inquiétudes à l'égard des tensions actuelles entre l'Arabie saoudite et l'Iran et a proposé sa médiation entre les 2 pays musulmans. L'homme qui a été abattu la semaine dernière alors qu'il tentait d'attaquer un poste de police parisien demandait le droit d'asile depuis 2011. Le ministre allemand de l'Intérieur a annoncé dimanche que cet homme avait été emprisonné 3 fois en Allemagne. Les officiers de police allemands en ont apporté l'épreuve samedi après une perquisition dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Nous avons collecté un ensemble de preuves lors de la perquisition de samedi dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Du matériel de stockage de données, des cartes SIM, mais aussi des dossiers et beaucoup de papiers avec des notes. Évidemment, la plupart de ces écrits sont en langue arabe et il faudra un certain temps avant de pouvoir analyser tout ça. Les enquêteurs allemands ont seulement confirmé que le suspect avait vécu dans un centre pour demandeurs d'asile en Allemagne, sans donner plus de détails. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a émis des doutes concernant l'annonce allemande et a appelé les médias à être extrêmement prudents dans leur diffusion de l'identité du suspect.
L'homme a été abattu jeudi par la police française après qu'il eut essayé de prendre d'assaut un poste de police au nord de Paris. L'attaque s'est produite exactement un an après la série d'attaques terroristes qui avait commencé dans les locaux du magazine Charlie Hebdo à Paris. Le ministre allemand de la Justice, Heiko Maas, a déclaré dimanche que la vague d'agressions à caractère sexuel, ainsi que les vols qui se sont produits lors des festivités du Nouvel An à Cologne, avaient été organisés. Heiko Maas a confié à un journal local que les autorités suspectent les assaillants d'avoir choisi une date spécifique où il y aurait foule pour commettre leurs méfaits. Le journal cite des rapports de police confidentiels qui révèlent que certains immigrés nord-africains avaient passé des appels sur les réseaux sociaux pour qu'un rassemblement ait lieu à Cologne le soir du Nouvel An. De jeunes hommes auraient répondu à ces appels au-delà même de l'Allemagne, en France et en Belgique. La police annonce qu'elle a désormais enregistré 379 cas de violence et que la majorité des suspects sont des demandeurs d'asile et des migrants illégaux venus d'Afrique du Nord. Ces allégations ont attisé les critiques à l'encontre de la chancelière allemande Angela Merkel et de sa politique libérale de la porte ouverte. La tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'un millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport et malgré les contrôles qui ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherche à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants considèrent que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne. Nous sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue. Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci. Pas moins de 30 pays sont engagés dans la lutte contre le groupe État islamique. Intéressons-nous à l'un d'entre eux dont la présence au sol est significative. En février, le Danemark enverra 120 soldats dans la province irakienne d'Al-Anbar. Dans quelques semaines, la formation se déroulera dans une zone de guerre. Mais aujourd'hui, les officiers danois attendent. Les personnes formées seront en fait des soldats irakiens. L'implication du Danemark est bien plus que symbolique. Nous avons de nombreux soldats, des experts en déminage d'engins explosifs improvisés, des spécialistes de l'artillerie et des mortiers, des experts en combat en zone urbaine. Une petite armée, un petit pays peut donc participer à une grande mission. Les hommes de l'armée danoise sont présents sur le terrain depuis un an. Ils forment les Irakiens au combat. Ces soldats assureront la troisième relève.
En février, le régiment de la garde royale danoise dirigera le déploiement de 120 soldats dans la province d'Al-Anbar en Irak. C'est le cœur du combat contre le groupe État islamique. La base dans laquelle ils seront stationnés et qui se trouve à 158 km de Bagdad est à l'intérieur du territoire du groupe État islamique. Elle est également non loin de la ville clé de Ramadi, à nouveau contrôlée depuis 2 semaines par les forces irakiennes. Mais dans les environs, la bataille continue. Un des aspects de la mission sera de conserver le moral retrouvé. Il s'agira aussi de gagner la confiance depuis la base. Nous les considérons à égalité. En étant gentils avec eux, ils le seront avec nous. Ils savent que nous sommes ici pour les aider. Mais même des unités de forces de protection ne peuvent écarter la menace interne, une attaque émanant du côté irakien. Des risques que les soldats connaissent. Je me suis porté volontaire pour cette mission. Je savais donc quelles pouvaient en être les conséquences. Ma famille a un passé militaire. Je suis la 5e génération d'hommes ayant intégré l'armée royale. Nous y sommes donc préparés. C'est également le cas pour la majorité des Danois, mais une présence à long terme pourrait susciter la controverse. Le risque est qu'on pourrait finir par constater la fragmentation du groupe État islamique de l'intérieur. Mais dans ce cas, nous aurons une guerre civile très grave. Et nous ne savons pas comment y faire face. Mais à l'heure actuelle, l'armée irakienne progresse. Ces soldats de l'armée danoise la prépareront à poursuivre le combat. Et on passe sans plus tarder aujourd'hui la Chine. Bonjour Elsa. Bonjour Yves. Eh bien, que nous réserve cette deuxième partie d'édition? Eh bien, nous allons commencer avec un sujet économique, avec de nouvelles données délivrées par le Bureau national chinois des statistiques, car figurez-vous que les prix à la consommation ont augmenté en ce début d'année. Le Bureau national chinois des statistiques a annoncé que l'indice des prix à la consommation avait augmenté le mois dernier après une croissance atone en 2015. L'IPC était en hausse de 1,6% en décembre et de 1,4% en 2015. Les prix du porc et des légumes ont beaucoup contribué à ce chiffre. Le prix du porc a commencé à augmenter en avril, poussant l'IPC à la hausse en août. Les légumes ont souffert des tempêtes, du smog et des températures en août, novembre et décembre. Et regardant plus loin, les analystes disent que la demande est faible et qu'elle va faire baisser les prix. Le prix de l'huile est bas et stable et pourrait aussi faire baisser les prix. À ce moment, les prix sortis d'usine. Bien que nos prix aient pris 1 ou 2%, notre PIB a baissé durant les 3 premiers trimestres de 2015. Ceci veut dire qu'il faut prendre des variables en fonction de la pression déflationniste. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a édicté de nouvelles règles. Libin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Libin sont d'accord avec lui sur les dangers et disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les 2 instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial, les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens.
Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Li Bin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. Le CES, célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas. En 2016, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android et venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Zheyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie. Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est de la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité. Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepun se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. Un avion a été mis à disposition de l'équipe de recherche chinoise dans l'Antarctique. Selon les experts, il élargira le travail de recherche de la Chine en Antarctique des zones côtières jusqu'au cœur du continent. L'avion peut également relier 2 bases polaires chinoises qui sont séparées par 1300 km et faire un aller-retour sans avoir à se réalimenter en carburant. L'avion peut aussi transporter de l'équipement scientifique pour collecter des données le long de son trajet. La tâche la plus difficile pour cet avion baptisé Xueying a été son vol direct pour la station chinoise de Kunlun, le laboratoire le plus haut jamais construit sur le continent de glace. La station de Kunlun est la 3e station de recherche chinoise en Antarctique et la plus haute de toutes les stations de recherche du continent. Elle est située à 4087 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 7,3 km au sud-ouest de Dome A, qui est le lieu le plus haut de l'Antarctique et est considéré comme le lieu naturel le plus froid de la Terre. Les températures les plus basses peuvent atteindre moins 90 degrés Celsius. On considère que la station est le meilleur endroit pour un observatoire spatial. 3 télescopes Antarctica Schmidt y ont été installés depuis 2012 pour chercher des exoplanètes et des supernovas. Depuis son ouverture officielle en 2009, la station est devenue un lieu important pour détecter des changements dans la couche d'ozone, alors qu'elle se trouve au centre du trou dans celle-ci. À compter de cette semaine, les ressortissants chinois souhaitant se rendre au Royaume-Uni pourront bénéficier d'un visa de 2 ans. Le visa est valable pour les touristes et hommes d'affaires participant à des conférences ou cherchant des opportunités d'affaires. Les visiteurs britanniques se rendant en Chine bénéficieront du même visa, qui coûtera 85 livres sterling. C'est le prix du visa visiteur de 6 mois auquel les touristes chinois et britanniques avaient jusqu'à présent droit. Le Royaume-Uni pourrait transformer ce visa de 2 ans en un visa multiple entrée de 10 ans. La Grande-Bretagne va également faciliter la collecte des visas avant le départ. Le nombre de visiteurs au cours des 6 premiers mois de l'année 2015 a augmenté de 30% pour atteindre les 90 000.
De plus, les touristes chinois ont dépensé plus et sont restés plus longtemps que les touristes des autres pays. Les autorités britanniques indiquent que le nombre de touristes se sentant bien accueillis a plus que doublé en 5 ans. Le secteur touristique est le 7e secteur d'activité de la Grande-Bretagne, avec un poids de 50 milliards de dollars. Et avec ces nouveaux visas, l'amour de la Chine pour la Grande-Bretagne ne devrait pas faiblir. C'est la croissance du marché chinois lui-même qui est déjà le plus gros marché à l'export du monde. Donc oui, nous voulons être compétitifs. C'est une bonne nouvelle, c'est vraiment un pas en avant. Cela va nous permettre d'être compétitifs. Notre visa fait partie de notre offre aux touristes chinois. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis a rendu visite au bébé panda du zoo national Smithsonian de Washington. Le panda de 5 mois nommé Bei Bei devrait faire sa première apparition publique la semaine prochaine. Durant la visite, l'ambassadeur a déclaré que les pandas jouaient un rôle important dans la promotion des échanges entre les peuples chinois et américains et a ajouté que le panda Bei Bei était un ambassadeur à part entière. Un futur ambassadeur panda rencontrant un diplomate au Smithsonian National Zoo de Washington. Ses parents ne sont autres que les superstars Mei Xiang et Tian Tian. Les deux pandas sont nés et ont été élevés ici. Les gens de Washington et de tous les États-Unis les aiment beaucoup, spécialement les enfants. Le bébé de 5 mois pesait seulement 113 grammes quand il est né. Il pourra être vu par ses fans la semaine prochaine. Et jusqu'à maintenant, Bébé a passé le plus clair de son temps à dormir et à apprendre à marcher. Bébé va très bien, il pèse maintenant 9 kilos. Ses dents poussent et il est prêt à manger du bambou. Nous avons une caméra qui le filme, lui et sa mère Mei Xiang. Bébé, dont le frère jumeau est mort après l'accouchement, a sa place dans la diplomatie du panda. Il est le résultat d'une insémination artificielle. Il a été nommé par les premières dames chinoises et américaines durant la visite d'État de Xi Jinping en septembre. Les pandas réunissent les Chinois et les Américains. Ils promeuvent les efforts des deux pays dans la protection des animaux sauvages. Ce sont réellement des ambassadeurs pandas. Dans cet esprit, Beijing et Washington se sont mis d'accord pour faire de 2016 une année spéciale tourisme. Et à compter de la semaine prochaine, le petit ambassadeur sera prêt à charmer Orient comme Occident. Comment voulez-vous ne pas craquer avec des images comme celle-ci? Aujourd'hui, la Chine, en tout cas, c'est terminé. Je vais repasser la parole à mon collègue Yves qui va clore ce journal. Yves, c'est à vous. Eh bien, merci Elsa pour l'ensemble de ces éclaircissements. Merci. Et c'est donc la fin de cette édition. Merci de votre attention. Nous vous retrouverons tout à l'heure pour le prochain journal.